22h à Bamako, vous écoutez Radio Mali. Le journal Tenemba Monikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Dans cette édition, nous avons un dossier sur le crépuscule, ce moment à la lisière de la journée et de la nuit. Un laps de temps bien mystérieux dans nos contrées, nous dira Soumaou Haïdara. Les rendez-vous hebdomadaires de l'environnement avec Agibou Koulibaly. Il parle des mesures de traitement des eaux usées destinées à être refoulées dans les fleuves Niger. Puis les sports avec Ari Djoumatina qui nous parlera de basket et de football. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Une mission nationale du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité est à Tombouctou. C'est dans le cadre de l'atelier régional d'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité. Au menu de cet atelier, des échanges et partages d'informations avec les membres du comité consultatif régional de sécurité sur la chaîne de prise en charge des questions d'insécurité et de violence. Un plan d'action triennal 2022-2023 doit être adopté par la session. Najim Babasissé. Faire l'état de lieu du processus de la réforme du secteur de la sécurité. Partager son contenu et son plan d'action triennal 2022-2024. Voilà tout le but de cet atelier régional d'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité en 6e région. Il regroupe les forces de défense et de sécurité, Ian Paul Minisma, les acteurs communautaires et locaux de la région, en présence d'une mission nationale, colonel-major Philippe Sangaré, chef de mission. Le présent atelier servira de cadre d'échange entre les acteurs régionaux sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et de son plan d'action 2022-2024, en prenant en compte les résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec un accent particulier sur la nécessité de l'implication de tous pour une meilleure appropriation du processus de la réforme du secteur de la sécurité en cours. Ce cadre est en lien avec les nouveaux défis sécuritaires à l'ère contemporaine, amplifiés par des facteurs comme l'accroissement démographique, l'urbanisation et le développement de la technologie. Des phénomènes qui sont susceptibles d'entraîner une brèche dans la stabilité sociale. Commissaire divisionnaire Sanou Diop, représentante Ian Paul Minisma. Pour une meilleure synergie d'action, il est nécessaire pour les divers acteurs d'échanger sur les défis de la prise en charge des questions de violence et d'insécurité en définissant un cadre global pour une action intégrée de prévention du crime et de la violence dans un climat de paix et de tranquillité publique et sociale. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Cette approche participative impliquant les représentants des populations dans la gestion des questions sécuritaires répond fortement aux attentes des citoyens et des autorités et comble à suffisance les besoins de notre région. Ceci contribue à instaurer la confiance entre les forces de défense et de sécurité FDS et population, la stabilité du pays et asseoir une paix durable et un développement harmonieux. À l'issue de cet atelier, les membres du comité régional à l'école des experts du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité établiront en synergie un cadre de collecte et de partage de renseignements et d'informations sur la violence et l'insécurité entre F2S et les relais communautaires. Tombouctou Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour le RTM. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas apporte sa contribution au développement socio-économique des communes de la région des Mopti. Elle a organisé dans le cadre de son programme Gouvernance locale redevable phase 2 un concours entre les communes. L'objectif est de pousser les communes à instaurer une gestion transparente et une bonne communication avec les citoyens. Boubacar Sankari. La commune rurale de Borko dans le cercle de Banyangara arrive en tête du concours de transparence de l'édition 2022 entre les communes de l'ancien découpage de la région de Mopti et remporte 15 millions de francs CFA. La commune de Dourou, également dans le cercle de Banyangara, se classe deuxième et gagne 9 millions de francs CFA. La troisième place qui est revenue à la commune de Derari dans le cercle de Djéné remporte 6 millions de francs CFA. Hama Kassambra, maire de la commune rurale de Borko, récipiendaire. Borko, c'est une commune composée de 5 villages pour une population de 11 005 habitants.
C'est le premier projet de l'ail au Mali qui égorge le plus grand nombre de caïmans sacrés. Les 15 millions, nous avons déjà délibéré. Nous voulons réaliser un forage. On a un de nos villages, en tout cas, qui a le plus gros problème d'eau du siècle. Au total, 26 communes ont pris part à ce concours initié par le PGLR+, programme de gouvernance locale redevable phase 2. Ces communes ont été départagées selon des critères bien définis par un jury de 18 membres composé essentiellement de services techniques déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales. Mohamed Akmir Haïdara, chef du projet PGLR+, Oxfam. L'élaboration du budget sur toutes les étapes participatives, le débat public, la consultation des chefs de village, les bilans de la gestion, tout ce qui est communication avec les citoyens, le taux de réalisation de la TDR et la situation des agents au niveau des communes. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. L'organisation et la réussite d'un tel concours, malgré le contexte sécuritaire et la mobilisation des ressources très difficiles, prouve à suffisance la résilience de nos communautés et des autorités à tous les niveaux face aux multiples menaces. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, le programme de gouvernance locale redevable phase 2 est une initiative de 4 ONG néerlandaises, à savoir SNV, Oxfam Novit, la Fondation V4T et Cordet. Mopti Boubacar Sankaré, Djakalia Traoré pour l'ORTM. Ouverture hier à Bamako des travaux du Forum des acteurs privés du secteur des énergies renouvelables au Mali. Ce forum doit permettre aux participants d'échanger sur la problématique énergétique, mais aussi de trouver des réponses adéquates aux défis du secteur. La finalité de l'exercice est de stimuler les investissements. Le forum est organisé par la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable et nouvelle, FENEM. Le compte-rendu est signé Sokona Kamisoko. Le Mali bénéficie de 7 à 10 heures d'ensoleillement par jour toute l'année, avec une irradiation moyenne de 5 à 7 kWh par mètre carré par jour. Ces données sont fournies par la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable et nouvelle. Comment tirer profit de ces potentialités énergétiques au bénéfice de la population malienne? C'est à cette question que tentent de répondre les acteurs du secteur privé des énergies renouvelables à travers ce forum. Amadou Djadje Sangaré, président de la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable et nouvelle. Ce forum nous permettra, entre autres, d'initier un cadre d'échange avec l'ensemble des acteurs du secteur privé et les partenaires de développement œuvrant pour la promotion des énergies renouvelables au Mali, de permettre à la FENEM de partager sa position sur les enjeux et les défis au financement des activités du secteur privé de l'énergie et aussi sur le rôle de l'énergie pour le développement des autres secteurs clés. Premier du genre, ce forum permettra aux participants de réfléchir et de proposer des solutions aux différents problèmes dont souffre le secteur. Moussa Dek Bali, président du CNPM. Nous voulons industrialiser notre pays, nous voulons arrêter d'être des importateurs et des consommateurs et transformer notre formidable potentiel économique. Et qui dit transformation dit industrialisation, et qui dit industrialisation dit forcément énergie. Ce forum sera suivi d'une table ronde de haut niveau, une rencontre qui devra regrouper les décideurs et acteurs du secteur public et privé, avec comme objectif convenir des actions pour mieux valoriser le potentiel énergétique du pays. 13h08 à Bamako. Au Burkina Faso, le fonds de soutien patriotique a atteint 7,8 milliards de francs CFA. Cette somme a été collectée auprès des Burkinabés pendant 3 mois pour soutenir l'armée dans sa lutte contre le terrorisme. Elle doit permettre de financer l'équipement, la solde et l'entraînement des volontaires de défense de la patrie via des taxes sur certaines marchandises. Plus de 3/4 de ces fonds sont le fruit des prélèvements effectués par la Brakina Sodibo, la première brasserie du pays. Puis viennent en seconde place les taxes sur les produits importés et les cigarettes, selon un premier point d'étape fait lors de la première session du Conseil d'orientation de ces fonds. Au Kenya, la trêve conclue entre les chefs de l'État William Ruto et Raila Odinga est déjà en train de se fissurer. L'opposant avait accepté dimanche dernier de suspendre ses manifestations et de saisir l'offre de dialogue lancée par les présidents. Mais hier mardi, il a de nouveau menacé de faire appel à la rue s'il n'obtenait pas gain de cause. Raila Odinga réclame un audit des serveurs électoraux.
une revendication à laquelle le chef de l'État refuse de céder. En visite officielle au Rwanda, William Ruto a également rappelé qu'il n'était pas question d'envisager une coalition avec l'opposition. Le président kenyan William Ruto, qui est depuis hier au Rwanda pour une visite officielle de 2 jours, il y a été reçu par son homologue Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont animé hier après-midi une conférence de presse. Ils ont évoqué la situation à l'est de la RDC. C'est la première visite du président William Ruto à Kigali depuis son élection en août dernier. La rencontre a également été l'occasion de signer 9 accords bilatéraux entre les deux pays, notamment dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, des nouvelles technologies et du développement. L'ancien président américain Donald Trump a comparu hier devant le tribunal pénal de New York. Il a été inculpé par la justice new-yorkaise pour avoir orchestré une série de paiements visant à étouffer 3 affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle de 2016, selon les procureurs de Manhattan. Trump a plaidé non coupable des 34 chefs d'inculpation retenus contre lui et dénonce une insulte aux États-Unis. L'ancien président devrait être jugé lors d'un procès qui pourrait débuter en janvier 2024 et qui pèsera certainement sur la campagne présidentielle de novembre 2024 à laquelle Donald Trump prévoit de participer. Il a finalement quitté le tribunal libre sans contrôle judiciaire. Les dossiers de cette édition à présent. Les crépuscules marquent la fin de la journée et annoncent le début de la nuit. Ce moment n'a visiblement rien de particulier sur d'autres cieux. Mais au Mali, beaucoup de mystères et de superstitions entourent les crépuscules. Ceux qui croient à ces préjugés imposent des règles concernant ces moments. Certains époux, par exemple, exigent que leurs femmes rentrent toujours à la maison avant les crépuscules. Simple expression d'autorité ou exigence réellement fondée. Suivons ce dossier signé Soumao Aïdara. Le crépuscule marque la fin de la journée et la tombée de la nuit. Un moment jugé maléfique selon certaines croyances. Une explication à laquelle croient fortement beaucoup de chefs de famille, comme l'époux de Madame Si Oumou Diakité. C'est pourquoi elle se plie volontiers à cette exigence de son conjoint. Les crépuscules me trouvent très rarement dehors. Cela peut se produire si seulement je sors pour des mariages. Et quand je reviens, je me fais gronder par mon mari. C'est pourquoi je fais tout pour être à la maison avant 7 heures. Si les crépuscules trouvent le mari et la femme dehors, les enfants aussi vont en profiter pour sortir. Dans la famille Kulbeyoko, les valeurs traditionnelles sont jalousement conservées, auxquelles tient énormément le chef de famille Oumar Kulbeyoko. Je ne veux pas que le crépuscule trouve ma femme dehors. La raison est telle que, c'est-à-dire à tout moment, on peut rencontrer des difficultés à partir de cette heure-là. Même si vous faites un accident pendant le crépuscule-là, vous avez 1000 chances de succomber à votre accident. Bon, très généralement, je donne conseil. Si elle a le téléphone, elle sort, dans le crépuscule, je commence déjà à appeler. Mais chaque fois qu'elle arrive après le crépuscule, quand même, je demande la cause. Donc, si elle ne parvient pas à se justifier, souvent, c'est discutée. Selon certains traditionalistes, le crépuscule est porteur de malheur sur la femme et son mari. Yaya Koulibaly en est un. Pour lui, rester chez soi pendant ce moment doit être un bon réflexe à adopter. Ce comportement de la femme mariée est interdit par notre tradition, car il peut être une source de malheur. Le mari et la femme ne vieilliront pas ensemble. Cette femme n'aura ni le respect ni la considération, et elle donnera naissance à des enfants opprobres de la famille. Dans le domaine religieux, rester dehors jusqu'au crépuscule n'est pas interdit, mais à condition que la raison soit valable. Sori Ibrahim Kane, imam, et Jean Koné, pasteur. L'islam n'autorise pas une femme mariée à rester dehors jusqu'au crépuscule. Cela peut se faire pour des raisons valables. La première est religieuse et la deuxième, en cas de force majeure, comme l'a dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce que la Bible n'encourage pas est qu'une femme reste dehors juste après une certaine heure, c'est-à-dire de rentrer tardivement, sans une vraie cause, sans une vraie justification. Ce n'est pas encourageant pour une femme vertueuse qui veut s'occuper de son mari.
Mais sans motif réel, cette attitude de la femme mariée pourrait avoir des conséquences lourdes. Sori Ibrahim Kane, imam, et Jean Koné, pasteur. Les conséquences de ce comportement sont nombreuses. On peut citer, entre autres, le manque de confiance entre la femme et son mari et les malentendus qui peuvent même aboutir au divorce, ce qui aura un impact sur les enfants. Les conséquences de cette attitude peuvent être diverses, c'est-à-dire une femme qui reste dehors sans véritable cause justificative, ça peut engendrer des discordes entre elle et son mari. Il peut penser que sa femme a commencé à le tromper et ça peut arriver au niveau du divorce, ce que la Bible n'encourage pas du tout. Qu'il soit permis ou interdit, le crépuscule reste un moment important dans notre vie au quotidien, puisqu'il marque la fin et l'ouverture d'une autre étape de la journée. Bonjour Aridou Matina. Bonjour Tenemba. Basketball, deuxième journée hier du tournoi amical international des U16 filles et garçons qui ont lieu actuellement au Mali. Double victoire du Mali. Oui, pays hôte de cette compétition internationale amicale, le Mali est au rendez-vous de son tournoi. Après leur victoire de la première journée, les U16 filles et garçons du Mali se sont encore imposés lors de la deuxième journée hier au Palais des Sports Salamatou Maïga. Les filles U16 du Mali l'ont emporté 110-64 face à la Côte d'Ivoire. Les U16 garçons du Mali vont aussi franchir la barre des 100 points en battant la Côte d'Ivoire 112-20. Toujours hier lors de la deuxième journée, les U16 filles d'Algérie ont battu la Guinée 99-32. Par contre, victoire des U16 garçons de la Guinée 70-55 face à l'Algérie. Le tournoi observe la pause ce mercredi et reprend demain jeudi avec les oppositions Mali-Guinée en filles et garçons et Algérie-Côte d'Ivoire également en filles et garçons. Football, 13e journée aujourd'hui, un match est au programme. Cette affiche de cet après-midi se jouera au stade Amadou Diarra H à Koulikoro. Elle oppose l'association sportive de Kourofina et USFAS. La rencontre Binga FC El-Siba qui était au programme hier s'est soldée sur le nul d'un but partout. Pour photo des terrains, le championnat national a du mal à véritablement atteindre sa vitesse de croisière. Afrique, tirage au sort des quarts de finale des compétitions africaines des clubs aujourd'hui. Le dit tirage concerne la Ligue africaine des champions et la Coupe de la Confédération. La CAF a déjà déterminé les chapeaux des deux compétitions. En ce qui concerne la Ligue des champions, la prestigieuse et lucrative compétition, le chapeau 1 contient les leaders de chaque groupe, à savoir le Wydad du Maroc, Mamelou Sundowns d'Afrique du Sud, le Raja de Casablanca du Maroc et Esperance de Tunis. Évidemment, des grosses pointures de football continental. S'agissant du chapeau 2, il est composé de la JS Kabylie d'Algérie, Al-Ahly d'Égypte, le club de notre compatriote Alou Dieng, du CR Belouizdad d'Algérie et de Simba de la Tanzanie, de notre compatriote Sadio Kanouté. Même configuration en Coupe de la Confédération par rapport au tirage au sort des quarts de finale. Dans le chapeau 1, nous avons Marumo Galant d'Afrique du Sud, Asak Mimosa de Côte d'Ivoire, AS FAR de Rabat du Maroc et Young African de la Tanzanie, le club de l'international malien Djigui Diarra. Le chapeau de lui renferme River United du Nigeria, Pyramids FC d'Égypte, USM d'Alger et US Monastir de la Tunisie, de l'attaquant malien Bouakar A. Traoré qui était tout récemment avec les Aigles. Les deux tirages au sort des quarts de finale des compétitions interclubs sont prévus à 18h30 minutes temps universel. Donc aujourd'hui, ça sera en Égypte. En Europe, des matchs de coupe et de championnats sont au programme. En Angleterre, la Fédération anglaise de football harmonise son calendrier avec des rencontres en retard prévues ce soir à 19h. Manchester United accueille Brentford et Newcastle en lutte pour le Big Four ira défier West Ham à Londres. Hier, plusieurs matchs en retard ont été joués. Bournemouth s'est incliné devant Brighton 2-0 dans le match des mal classés. Leeds United s'est imposé 2-1 face à Nottingham Forest. Aston Villa a enfoncé et Leicester battu 2-1. Les Foxes sont désormais dans la zone rouge et match nul 0-0 entre Chelsea et Liverpool. S'agissant des rencontres de Coupe nationale en Espagne, Osasuna Pamplona s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe du Roi
en éliminant Athletic Bilbao. L'adversaire d'Osasuna pour la finale sera connu ce soir à l'issue de la seconde demi-finale retour entre le FC Barcelone et le Real Madrid. À l'aller, le Barça s'était imposé chez le Real 1-0. Le coup d'envoi de ce soir est prévu à 19h. Cremonese-Fiorentina, deuxième demi-finale aller de la Coupe d'Italie ce soir. Hier, en première demi-finale aller, la Juventus de Turin et l'Inter Milan ont fait match nul 1-but partout. Première demi-finale de la Coupe de France ce soir, Nantes reçoit à la Beaujoire l'Olympique lyonnais. Et demain, la seconde demi-finale va mettre aux prises Annecy et Toulouse. En Allemagne, pour terminer, une énorme surprise est arrivée hier en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Le Bayern Munich a été éliminé. Les Bavarois ont été battus 2-1 par Fribourg. Eintracht Francfort aussi s'est qualifié pour les demi-finales. Les deux derniers quarts de finale se jouent ce soir. Il s'agit de Nuremberg, Stuttgart et Leipzig, Borussia Dortmund. Merci, Aridou Martina. Chronique de l'environnement. Les rejets des eaux usées industrielles sans traitement adéquat dans les fleuves a des conséquences néfastes sur l'environnement. Or, la majorité des usines industrielles à Bamako utilisent de l'eau d'une manière ou d'une autre. Cette eau, une fois utilisée, doit être traitée avant d'être déversée dans les fleuves Niger. Quelles sont les mesures prises en la matière? Élément de réponse dans la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. L'eau du fleuve Niger non seulement est une ressource collective et inestimable, mais toute vie réside en elle. À cet effet, elle doit être protégée et préservée de toute forme de pollution. C'est pourquoi il est important d'utiliser toutes les mesures pour réduire son gaspillage et offrir, puis distribuer en tout temps une eau potable de qualité. Mais de nos jours à Bamako, certaines usines déversent leur eau usée non traitée dans le fleuve Niger. Cela représente un risque pour la faune et la flore aquatique. Si Kadiatou Diallo, chef de département protection et gestion des écosystèmes à l'agence du bassin du fleuve Niger. Les inconvénients, c'est surtout sur les écosystèmes fluviaux, que ce soit la faune et la flore. Ça a un impact aussi sur la santé humaine. C'est des eaux souvent de provenance diverse dues aux activités industrielles. Donc les types de polluants diffèrent d'une unité industrielle à une autre. Donc le fleuve avec son auto-épuration donc est capable vraiment d'épurer certains éléments. Par contre, d'autres, c'est des produits avec rémanence et qui peuvent durer dans l'eau avec une certaine toxicité. Donc c'est pour cela toute eau avant rejet dans le fleuve doit être préalablement traitée. Ça c'est l'idéal. Pour résoudre les problèmes causés à l'environnement, il est impérieux d'appliquer le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des industries. Moriba Nombogo, président de l'Association malienne pour la conservation de la faune et l'environnement. Moi, je pense qu'en la matière, le pays a élaboré des lois pour pouvoir mettre fin à de telles pratiques. Donc, le plus important, c'est vraiment l'application de ces lois-là. Si on les applique, je pense que nous arriverons vraiment à proscrire beaucoup d'actions visant vraiment à agresser ces eaux-là. Et puis, il faut mener aussi des actions d'information et de sensibilisation en faveur des usagers. Donc, en la matière, avec les lois qui sont élaborées, en les appliquant, je pense que nous allons beaucoup réduire ces agressions-là vis-à-vis de nos eaux. La synergie des différents acteurs est nécessaire pour informer et sensibiliser la population sur les effets des eaux usées déversées dans le fleuve. Souleymane Chérif Koulibaly, point focal de la convention de Bâle à la DNACPN. C'est juste un cri de cœur à l'endroit donc des décideurs politiques parce qu'un projet apporte un plus. Et ce plus contribue au bien-être social, au développement donc de la nation. Mais tout part qu'en le faisant, on contribue également à la dégradation de l'environnement et à la santé humaine, que ce soit pour l'homme, les animaux, les arbres, en un mot, la vie biotique et la vie abiotique, ainsi que leur interaction. Pour une gestion efficace des eaux usées industrielles, les autorités du Mali ont mis en place l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. Elle a pour mission d'assurer la gestion durable des stations d'épuration et ouvrages annexes, entre autres. Merci Agibou Koulibaly. Fin de cette édition. Présentation Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Dossé Babadjara, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir écoutés.